À l'occasion de la célébration de la Tabaski ce dimanche, toutes les forces en présence en Libye avaient accepté pour la première fois la demande de l'ONU de déposer les armes pour 2 jours. Aucune opération militaire n'aurait dû avoir lieu dans la banlieue de Tripoli. La trêve humanitaire devait s'étendre jusqu'à 15 heures ce lundi. Mais l'arrêt des combats n'aura finalement duré que 24 heures. Et pour cause, ce dimanche, des tirs de roquettes non identifiés ont visé Mitiga, une ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, fermé depuis 2014. Pour l'heure, l'origine des attaques de dimanche reste inconnue. Les belligérants se sont accusés mutuellement d'en être l'auteur. Dans un communiqué commun publié ce dimanche dans la soirée, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont invité de nouveau toutes les parties à œuvrer sans délai en faveur d'un accord de cessez-le-feu. Ancienne plateforme militaire utilisée pour le trafic civil en remplacement de l'aéroport international de Tripoli, Mitiga est fréquemment visée par des tirs depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar. Juan Guaidó, le chef de l'opposition au Venezuela, a accusé l'Assemblée constituante, composée de fidèles du président socialiste Nicolás Maduro, d'envisager la dissolution du Parlement ou d'avancer les élections législatives prévues en 2021. C'est une nouvelle ineptie, s'est insurgé le chef du Parlement, seule institution tenue par l'opposition depuis les élections législatives de 2015. Ce régime sans scrupules imagine se débarrasser illégalement du Parlement vénézuélien. C'est pour ça qu'il convoque ce lundi l'ANC. En effet, le président de l'Assemblée constituante Diosdado Cabello a affirmé la tenue d'une session ce lundi. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, Juan Guaidó a précisé que convoquer des élections illégales et poursuivre en justice des députés figurait parmi les mesures possibles de l'Assemblée constituante. L'ANC, dotée des pleins pouvoirs, avait été élue en juillet 2017 lors d'un scrutin contesté afin de contourner le Parlement dominé par l'opposition, après des mois de contestation anti-Maduro qui avait fait 125 morts. Son mandat, prolongé en mai jusqu'à fin 2020, comprenait la rédaction d'une nouvelle constitution d'ici août 2019, mais aucun projet n'a été rendu public jusqu'à présent. Dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, le gouvernement a ordonné à l'armée d'envoyer sur place des unités de secours et de ravitailler des villages par voie aérienne. Les pluies devraient s'accentuer les prochains jours. À Kerala, région touristique dont les plages et les complexes hôteliers sont très fréquentés par les étrangers, un porte-parole de la police locale a déclaré qu'au moins 48 personnes sont mortes depuis jeudi dans les inondations. Dans l'état voisin du Karnataka, au moins 24 personnes ont perdu la vie et 9 autres sont portées disparues. Ailleurs, au moins 27 personnes ont péri et plusieurs routes importantes ont été coupées. Au total, au moins 100 morts et quelques 120 000 personnes ont été évacuées d'urgence vers des camps de secours. Chaque année, les pluies de mousson sont attendues pour refaire le plein de réserves en eau, mais aussi coûtent la vie à des centaines de personnes. Les manifestants algériens tiennent mordicus à leurs exigences. Le changement de régime et la démocratie sont des réclamations non négociables. En plein mois d'août, alors que les établissements universitaires sont fermés, le cortège était moins dense qu'à l'accoutumée, mais les manifestants ont promis de maintenir la pression sur le pouvoir chaque mardi. Ils ont continué d'une part de réclamer le départ de tous les acteurs du système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. D'autre part, le chef d'état-major de l'armée a été démenti alors qu'il a récemment estimé que les revendications fondamentales du mouvement de contestation avaient été entièrement satisfaites. Les contestataires ont également rejeté le dialogue proposé par les autorités et hué Karim Younes, choisi pour diriger l'instance nationale de dialogue et de médiation. Le mouvement de contestation refuse que soit organisée la présidentielle tant que les anciens hauts cadres de la présidence Bouteflika sont au pouvoir. Pas de généraux au pouvoir. État civil et non militaire ont également crié les manifestants en ciblant le général Gaïd Salah, devenu le véritable homme fort du pays.
La Chine est montée d'un cran dans la menace d'intervention. Alors que des dizaines de milliers de passagers étaient pénalisés par cette nouvelle action, coup de poing des contestataires. Au 5e jour d'une mobilisation sans précédent à l'aéroport, les contestataires ont obstrué les allées de passage conduisant aux zones d'embarquement des 2 terminaux. Les manifestants ont érigé des barricades avec des chariots à bagages pour bloquer les accès des zones de sécurité avant de former une chaîne humaine pour empêcher les passagers de passer. En réaction, les autorités aéroportuaires ont pris la décision d'annuler les procédures d'enregistrement pour tous les vols. Lundi, l'aéroport avait déjà pris la décision rarissime d'annuler des centaines de vols en raison de la manifestation. Et si les décollages et les atterrissages avaient brièvement repris mardi matin, des dizaines de milliers de passagers ont été affectés. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a de nouveau mis en garde mardi contre les conséquences pour la région semi-autonome, une des capitales mondiales de la finance. Par ailleurs, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclarée mardi préoccupée par la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et a réclamé une enquête impartiale dans l'ex-colonie britannique. À l'issue d'une mission en mai et juin dernier aux Comores, l'association Planète Réfugiés Droits de l'Homme a, dans une note adressée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, affirmé qu'il n'existe pas de véritable politique pénitentiaire dans le pays. L'association souligne aussi que moins de 3% du budget national est affecté à la justice et que 90% du budget du ministère de la Justice est alloué au salaire de ses fonctionnaires. Le secteur pénitentiaire est quant à lui complètement laissé à l'abandon avec un taux de surpopulation carcérale de 220% en moyenne pour la prison de Moroni, poursuit l'association selon laquelle des mineurs sont détenus avec des adultes. Enfin, l'association affirme qu'en l'absence de garde pénitentiaire, le gouvernement a recours depuis 2001 à des sociétés privées de sécurité pour gérer la prison de Moroni. S'exprimant en marge de la conférence Top Woman à Johannesburg, la Sud-Africaine Caster Semenya a affirmé qu'elle est ciblée parce qu'elle est la meilleure dans ce qu'elle fait. L'athlète ne pourra pas défendre son titre mondial du 800 mètres à Doha en septembre en raison d'un jugement de la Cour suprême suisse qui a révoqué une suspension temporaire des règles controversées de l'IAAF sur la limitation de la testostérone. Je ne peux pas dire que je suis ciblée parce que je suis une femme noire africaine. Ce que je peux dire, c'est que je suis visée parce que je suis invaincue. Je dirais donc que parce que je suis la meilleure dans ce que je fais, ça fait 4 ans que je suis invaincue. Alors, je suis probablement un problème parce que je suis hyper performante. On doit donc se débarrasser de moi. Chez les hommes, on ne catégorise rien. Vous ne dites pas que cet homme a un taux élevé de testostérone ou qu'ils sont musclés, qu'ils ont de longues jambes, qu'ils ont ce physique robuste. On ne dit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous dites juste, cet athlète est phénoménal. Vous savez, c'est le meilleur que nous ayons jamais vu dans le monde. Caster Semenya détient de très loin la meilleure performance mondiale de la saison sur 800 mètres avec un chrono de 1 minute 54 secondes 98 réalisé à Doha au Qatar le 3 mai dernier. Mardi, 2 Chinois du continent ont été passés à tabac au 5e jour d'une mobilisation sans précédent à l'aéroport de Hong Kong où le trafic a été particulièrement perturbé. Le premier, soupçonné par des manifestants d'être un espion à la solde de Pékin, a été attaché à un chariot à bagages puis frappé. Il a ensuite été évacué en ambulance.
Lors d'un autre incident, un homme accusé par un groupe de manifestants d'être un policier infiltré a été pris à partie. Le porte-parole au bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du gouvernement chinois a déclaré que ce dernier condamnait avec la plus grande fermeté ces actes quasi-terroristes. C'est la deuxième fois cette semaine que la Chine cherche à assimiler les manifestations à du terrorisme, avec des avertissements de plus en plus inquiétants qui font craindre une répression militaire alors que le mouvement en est à sa 10e semaine. Lundi déjà, à Pékin, le bureau des affaires de Hong Kong et de Macao avait déclaré que des attaques de manifestants radicaux de Hong Kong contre des policiers constituaient un crime grave révélant de premiers signes de terrorisme. Mardi, le président américain Donald Trump a encore fait montrer les craintes d'une intervention militaire en affirmant que ses services de renseignement faisaient état d'un déploiement de l'armée chinoise à la frontière avec Hong Kong. Les États-Unis, très préoccupés par les mouvements paramilitaires chinois à la frontière avec Hong Kong, ont appelé la Chine à respecter le haut degré d'autonomie de l'ex-colonie britannique. Des factions rebelles s'en sont prises pour la première fois à une école militaire birmane. En tout, 5 attaques ont été perpétrées par des guérillas ethniques jeudi à Pyong O Ling, une ville touristique près de Mandalay qui abrite plusieurs casernes. L'école militaire a été notamment visée par des tirs de roquettes. L'armée a alors riposté. Les corps de 7 soldats et de 4 policiers ont été dénombrés à un poste de police ciblé par les attaquants. Tandis que, sur un site plus loin, 2 soldats et un civil ont été tués et les combats se poursuivaient jeudi soir, d'après le porte-parole de l'armée birmane. L'armée de libération nationale Taung, un des plus importants groupes rebelles dans le nord-est du pays, a revendiqué ces actions, indiquant qu'elles avaient été perpétrées en représailles à des opérations militaires. Les attaques ont été commises en coordination avec d'autres guérillas, l'armée de l'Alliance démocratique nationale de Myanmar et l'armée d'Arakan. Les forces armées birmanes ont mené en juillet d'importants raids contre des laboratoires de drogue en État Shan, une région voisine, qui ont permis la saisie de centaines de kilos de méthamphétamine. Cette zone est devenue un des plus gros producteurs au monde de cette drogue de synthèse. L'argent de la drogue alimente les conflits que se livrent depuis des décennies, d'une part, l'armée et les guérillas, et d'autre part, les groupes rebelles entre eux. Les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Mitiga, en Libye, ont été suspendus comme la semaine dernière à la suite d'une attaque similaire. Alors que le gouvernement d'union nationale indexe les forces du maréchal Haftar, ces dernières ont pour leur part affirmé avoir lancé une attaque contre un autre aéroport dans l'ouest du pays et abritant selon elles des drones turcs. Les tirs qui se sont abattus sur l'aéroport de Mitiga ont causé la mort d'un gardien et blessé plusieurs agents de sécurité chargés de la protection de l'aéroport. Situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli, Mitiga est le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne depuis la fermeture en 2014 de l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé par des combats. Il est fréquemment visé par des tirs des forces du maréchal Haftar qui accusent le gouvernement d'union nationale d'utiliser cet aéroport à des fins militaires en y entreposant notamment des drones en provenance de la Turquie, alliée du gouvernement d'union nationale. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après plus de 4 mois d'affrontements meurtriers, ces forces, freinées par celles qui sont loyales au gouvernement d'union nationale, n'ont guère avancé, restant aux abords de la capitale. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, les combats aux abords de Tripoli ont fait 1093 morts et 5752 blessés depuis le 4 avril, ainsi que plus de 120 000 déplacés.